Salut, c'est Thomas de Polyworkshop. Aujourd'hui, on va parler de Lilith de Diablo 5, on va parler d'Astérix et Obélix, on va parler de trucs bizarres, d'impressions ratées, mais plein de trucs cool, notamment avec cette Anycubic M7 Max qui propose un super grand volume d'impression. C'est une grande taille, écran tactile, on peut imprimer donc en grand, plein de modèles, voilà, multiples, on peut vraiment remplir le plateau avec un volume total de 14,7 litres, vous l'avez vu, c'est quand même assez grand. Donc on peut aller du tout petit jusqu'au très grand, avec a priori des grands détails, en fait, c'est une machine avec un écran de 7K, bref, on va voir tout ça. Avant d'attaquer ce test, quelques petits points rapides. Alors déjà, restez jusqu'à la conclusion, car je vais expliquer en fait à qui est destinée cette machine. C'est pas forcément une question évidente, c'est grand format. D'ailleurs, cette machine justement est envoyée par Anycubic directement pour en fait le développement de Litchi Slicer. Et puis j'en ai profité, voilà, pour en faire le test qui, comme d'habitude, j'ai ma liberté de parole là-dessus. Sachez aussi, d'ailleurs, tant que j'y suis, vous avez les liens en description de la vidéo, que ce soit pour la machine, les accessoires et tout, mais aussi les modèles 3D que vous voyez ici devant vous. Si vous cliquez sur certains liens, ils sont affiliés, ce qui va rien changer pour vous, mais va faire une petite contribution pour la chaîne. D'ailleurs, justement, je parlais des prints, j'ai des prints qui sont quand même plutôt sympas. Je vous cache pas que j'ai des galères d'accroche sur le plateau. C'est des machines grand format, ça s'y prête malheureusement que ça n'accroche pas, et donc dans la vidéo plus vers la fin je vais vous expliquer notamment qu'est-ce que j'ai fait pour que cela accroche. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter la vidéo, liker, partager, et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne, franchement ça me ferait vraiment plaisir, cliquez sur la petite cloche, etc. Bref, les trucs habituels de YouTube. Allez, c'est parti pour le test. Avant d'attaquer l'unboxing, je vais faire un petit tour sur les caractéristiques, ce que vend, on va dire, Anycubic avec cette M7 Max. Alors, je parlais de vente à l'instant, vous voyez le prix au moment où j'enregistre la vidéo, on est à 749 €, ce que je trouve vraiment pas cher pour ce genre de machine, ce volume. Et donc, au niveau des différentes caractéristiques, alors, vous avez une amélioration, en fait, la nouvelle version de leur système d'éclairage, le Light Turbo 3.0, ça paraît pas, c'est quelque chose qui est super important, souvent ignoré. Il faut, en fait, le système d'éclairage, c'est-à-dire comment les UV vont être envoyés vers l'écran, c'est quelque chose qui est presque le plus important au niveau de votre machine. Et donc, Anycubic annonce une uniformité supérieure à 90%. Je vous le dis dès maintenant, l'éclairage est super uniforme. Vous avez une déviance au niveau de l'éclairage de 3 degrés, donc c'est très faible, c'est-à-dire que la lumière va arriver très verticalement. Alors au passage, il vous parle de la résolution au niveau des pixels de l'écran de 46 microns. On est sur un écran de 7K, ce qui fait 6000 et quelques pixels en largeur. Bon, c'est un petit peu léger, j'avoue. Donc voilà, vous voyez le système d'éclairage en lui-même avec une source lumineuse centrale qui va donc parcourir une grande distance, c'est-à-dire qu'il va aller d'abord taper sur un miroir avant d'arriver verticalement sur l'écran avec une lentille de Fresnel, ce qui est devenu maintenant assez classique, ce qui fait que voilà, cette lumière arrive très verticale. Et il faut savoir que cette distance qui est assez importante, ça a l'avantage justement d'améliorer l'uniformité de l'éclairage, limiter ce qu'on appelle le blooming en grande partie, mais le problème c'est que plus la distance va être importante et moins l'intensité va être forte au niveau de votre éclairage en arrivant sur l'écran. C'est pour ça que ces sources d'UV sont très très puissantes. Vous avez aussi donc des fonctions automatiques, différents systèmes, notamment la détection lorsque ça se décolle au niveau donc de votre couche pour éventuellement ne pas aller plus haut et redescendre. Je suis pas très fan de ce genre de système, je trouve que ça marche pas super bien, je vous le dis dès maintenant. Voilà, une vitesse soi-disant très rapide, alors c'est pas aussi rapide que la génération, enfin les machines plus petites, la M7, mais franchement pour une machine de cette taille-là, c'est assez rapide. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le volume. J'ai dit il y a quelques instants 14,7 litres, mais surtout pour moi, c'est plutôt la taille en largeur, en hauteur, en profondeur. Donc, on est sur quasiment 30 cm de largeur par 30 de hauteur et 16,4 en profondeur. Donc, voilà, on a un volume quand même assez confortable. Dans les fonctions, vous avez un système de chauffe au niveau du bac. Je vais revenir à quelques reprises par la suite, entre 20 et 40 degrés, ce qui est quand même quelque chose, les petits plus franchement que j'apprécie. Et là, il mentionne l'anti-crénalage, le retour de l'anti-crénalage qui pour moi était quelque chose du passé. Oui, parce que cet écran de 7K, donc 6480 par 3600 pixels, on a quand même des gros pixels, donc l'effet d'escalier peut être visible, d'où l'intérêt d'utiliser l'anti-crénalage avec votre slicer. Vous avez aussi le système de remplissage ou de vidage au niveau de la résine que l'on trouve au niveau du bac. Bon, j'en reparlerai pas mal dans la conclusion, je vous le cache pas.
Voilà, vous avez après donc les différentes fonctions inspection automatique, c'est-à-dire de détecter la carte mère. Toutes les machines font ça plus ou moins maintenant. Vous avez dans la suite des détections, de débris au cas où il resterait quelque chose dans le bac ou le plateau avant de lancer l'impression pour pas abîmer la machine. Bon, je vous cache pas que j'ai pas très confiance là-dedans. Donc voilà, détection d'impression échouée. Franchement, bon, voilà, tous ces trucs-là, je suis pas le meilleur client là-dessus, on va dire. Et vous avez aussi donc un nouveau système pour accrocher votre plateau pour égoutter vos impressions avec un angle de 5 degrés. Je vais y revenir quand même pas mal. Le petit truc aussi, vous avez donc des films de protection au niveau de l'écran pour éviter justement d'abîmer l'écran au niveau des scratchs et tout ce qui va à côté. Et là, aux joies, au miracle, enfin un capot pivotant pour la machine. Et puis après, voilà les différents trucs à droite à gauche, interface, une sortie de ventilation. J'en parlerai au fur et à mesure. Bref, on va attaquer l'unboxing. Et comme vous pouvez vous en douter, on reçoit un gros carton avec une grosse machine dedans. Alors, elle est pas si lourde que ça, honnêtement, c'est manipulable tout seul. J'avais un petit peu peur, on va dire, au début. Comme d'habitude, vous voyez que tout est bien emballé. Et oui, le capot pivotant. Vous avez le plateau assez massif. Bah oui, forcément, on imprime très très grand qui pèse son poids. Avec la surface texturée de l'autre côté, bien sûr gravée au laser. Le grand classique, des petites encoches, effectivement, à l'intérieur qui vont servir à soutenir le plateau. Vous avez la potence qui est quand même plutôt bien solide. Et justement en dessous, voilà, ces petits supports. Vous allez voir donc dans quelques instants. Vraiment, ça bouge pas, ça inspire confiance. Et donc voilà, vous voyez, vous pouvez très bien essayer de poser ce plateau dessus, et forcément je crains énormément, j'en parlerai à la conclusion. Vous avez l'écran qui est juste en dessous et je trouve ça pas super, enfin ça met pas en confiance, voilà, franchement là-dessus. Le plateau lui, vous l'insérez comme d'habitude assez bien. En dessous vous avez donc l'écran, et surtout ce que l'on peut constater, c'est que tout semble entre guillemets hermétique. Vous voyez, même le moteur à l'arrière n'est plus intégré dans le châssis, il est par-dessus, ce qui veut dire qu'en cas de fuite de résine comme ça tout autour, alors je parle pas d'inondation, mais de fuite, on va dire, ça peut arriver, votre faible qui se déchire, quoi que ce soit, c'est assez protégé, et ça franchement c'est cool. Vous avez à l'arrière notamment le système de remplissage et d'évidage de résine, vous avez les connecteurs pour le bac, et donc voilà, surélevé, vous avez aussi cette petite sortie à l'arrière pour faire une évacuation d'air, vous avez donc bien sûr le bac en lui-même avec un film ACF 2.0 je crois au fond, qui lui est en métal. Vous avez le système de chauffe qui se trouve à l'arrière, bac beaucoup plus simple que celui notamment de la M7 Pro. Vous voyez les connecteurs comme ça à l'arrière. Vous avez les petits picots ici qui dépassent. Par contre, ils sont pas très hauts, donc voilà, il n'y a pas trop de décalage. C'est un petit peu dommage si vous posez votre bac notamment sur votre table. Bien évidemment, vous allez lancer la machine, faire la configuration de lancement avec voilà donc notamment le petit wizard, l'assistant pour vous aider à calibrer le plateau, car le plateau n'arrive pas à régler d'usine, il va falloir le régler vous-même. Alors vous enlevez les 4 vis, vous desserrez les 4 vis, vous les revaissez en appuyant un petit peu comme ça sur l'écran avec la feuille qui est proposée avec. C'est franchement simple, vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci dessus. Et donc voilà, le setup est terminé. Vous avez plus qu'aussi à faire la connexion au niveau du Wi-Fi, tapez votre mot de passe directement et comme ça vous serez connecté. Vous pourrez notamment travailler avec le slicer officiel de d'Anycubic ou l'application mobile, ce qui n'est pas mon cas. Et donc je voulais vous dire, le menu propose tout, et vraiment il y a tout ce qu'il faut dans le menu, les accès, etc., l'activation ou non des capteurs. Là j'essaye notamment de voir si l'écran marche bien, ça a l'air d'être relativement ok au niveau du motif, et bien sûr quand je fais l'éclairage global, je regarde s'il n'y a pas des pixels morts ou ce genre de choses, ça a l'air bien. J'ai aussi testé le système de chauffe du bac à vide, et je peux vous dire que ça chauffe, c'est quand même assez efficace, et ça chauffe assez vite. Vous l'avez vu dès le début dans les specs, il y a 120 watts, c'est quand même pas mal. Et donc au niveau de ce système de remplissage, c'est le même que la M7 Pro. Vous devez mettre cette espèce de bouchon spécial avec des petits tuyaux dans votre bouteille de résine. J'en parlerai un peu plus tard, et là, comme tout à l'heure, j'en parlais, le système donc de ventilation pour mettre un tuyau. Alors c'est bête, il n'y a pas l'adaptateur qui est fourni avec, il faudra bidouiller un truc. Vous avez l'antenne pour le Wi-Fi sur le côté qui est en sortie. Et là, je voulais vous dire, bon, le capot pivotant c'est cool, mais il est pas super bien aligné. Ça fait un petit peu, c'est pas terrible point de vue qualité. Bon, honnêtement, je préfère ça qu'une cloche, à des années-lumière. Et vous remarquez aussi, il y a vraiment de l'espace entre le capot et
et l'imprimante, ce qui fait que c'est pas du tout, on va dire, hermétique, ce qui veut dire que les odeurs vont forcément sortir. Et là, j'ai lancé mon impression de calibration, truc assez classique, notamment, vous voyez ici, quand même quasiment 2 heures. J'y suis allé assez mollo au point de vue vitesse, et là, bah, vous voyez, j'ai un petit décollement au niveau du test d'XPED de Finder, qui lui est quand même sorti plutôt bien. La résine, c'est la Siratech Fast Navigray. Là, vous avez le Cube of Calibration de J3D Tech, mon collègue Derek, et donc, ça permet comme ça de voir un petit peu si la calibration est bonne, et se donner aussi un petit peu une idée de ce que vaut la machine, ce qui est plutôt pas mal. Mais là, si on regarde sur le petit cube, vous voyez les textes sur les côtés sont quasiment inexistants, ce qui montre la baisse de résolution. Et là, vous remarquez sur le logo Amera Labs, on voit les espèces de petites lignes verticales qui sont dues au film ACF. Au niveau de mes poussins, vous voyez, j'ai les petites tailles de pointe. Même le 0,2 mm, franchement, sort très très bien, 10 cut assez propre, mais ça pourrait être mieux. Et là, j'ai attaqué un vrai print, on va dire que c'est le modèle de Lilith par Bulkmancer Sculpt, qui est vraiment un modèle plutôt classe. J'ai vraiment vu, je me suis dit, ah, je veux l'imprimer. Vous voyez, donc là, on a des modèles vraiment plutôt détaillés, mais vraiment, on va dire, de grande taille. Il y a vraiment de quoi faire. Vous voyez, des petits motifs, notamment au niveau du tissu, mais qui sont assez légers, je vous le cache pas. Et là, vous remarquez ici, dans l'Itchy Slicer, j'affiche les pixels réels au niveau de la machine, donc on peut voir cette comparaison entre la géométrie du modèle 3D. Et là, je passe sur une autre machine de taille équivalente avec un écran 16K, et vous remarquez que on voit les pixels aussi en taille réelle. On voit que c'est un peu plus précis, mais si on fait une comparaison, voilà la M7 Max et la GK3 Ultra, de l'un vers l'autre, on voit qu'il y a un peu plus de pixels, c'est plus fin pour la GK3 Ultra, mais pas tant que ça, parce qu'en fait, le modèle n'est pas aussi les plus détaillés au niveau de la géométrie. J'en parlerai au moment de la conclusion. Et donc, je lance le print, et là, il me dit que l'impression 3D est mise en pause, la clé USB est enlevée, ce qui n'était pas le cas. Et en fait, j'ai relancé le print directement. Au bout de, voilà, c'est 15 heures quand même, j'ai imprimé un peu doucement, j'avoue. On a le résultat, je crois que c'était bien. Et en fait, vous voyez, sur l'arrière, pas du tout. Au moment de la pause, il y a des couches qui se sont séparées, ce qui fait que j'ai une impression qui est ratée en grande partie à cause de cette clé USB. J'ai relancé le print et tout, et là, vous voyez, j'ai fait aussi une comparaison entre la GK3 Ultra 16K et la M7 Max, et vous voyez, au niveau de l'écran, pas grande différence. Et donc voilà, mais le print vraiment en sortie d'impression, assemblé, c'est assez propre. J'ai aussi enchaîné sur les bases, oui, c'est quand même, il faut faire tout le reste. Et là, c'est l'intérêt justement d'une grande machine, c'est qu'on imprime des gros morceaux, et pas qu'un seul, mais plusieurs comme ça à la volée. Vous voyez, l'impression, c'est bien passé. Et je voulais vous dire aussi, c'est pour enlever les supports de ces bases, je parle souvent de ces petites spatules, mais j'ai aussi la grande. Et la grande, vous pouvez directement la prendre un peu comme un couteau, et la placer directement comme ça sur l'arrière du plateau pour enlever vos supports. C'est super rapide, c'est super efficace. Voilà, c'est le petit truc en plus au niveau de la vidéo. Vous n'êtes pas obligé, bien évidemment, mais voilà, j'ai mis les liens de ces spatules en description de la vidéo. Vous savez que j'en parle très très souvent. J'en suis hyper content. Et bref, et je relance une impression au niveau des bases, c'est pareil, encore ce côté, la clé voilà, est débranchée, on va dire, qu'il faut rechecker. Je relance l'impression, ça marche nickel, donc vraiment, il n'y a pas de problème, et donc l'impression s'est bien passée au niveau de cette base, mais vous voyez ici, on voit une ligne quand même de démarcation, et oui, les poses, c'est toujours le vrai problème. Et donc voilà le print final avec les bases, les ailes, tous les éléments, franchement, c'est super propre, c'est super classe. Alors, je vous cache pas que c'est plus beau en vrai, j'insiste bien là-dessus. Alors là, il n'y a pas eu de primaire, c'est un mélange de deux résines, la High Speed et la Fast Navigray. On voit notamment le petit grain qui apparaît au niveau du tissu, donc c'est bien restitué, les micro-détails. C'est franchement classe, mais c'est vraiment le genre de print qui mériterait une bonne couche de peinture dessus, parce que c'est vraiment cool. Et j'ai enchaîné avec un modèle d'Astérix Obélix par CA3D Studio, un modèle vraiment badass. J'ai pas d'autres termes, Obélix, Astérix, franchement ça défonce. Et là vous voyez, il y a plein de micro-détails, mais qui ont été volontairement exagéré par les créateurs, ils ont bien compris comment ça marchait, franchement là-dessus, donc modèle aussi qui est très grand et donc qui se prête à ce genre de machine, et là zéro souci au niveau de l'impression. Vous voyez que le modèle sort franchement plutôt bien, des prints rapides cette fois-ci, là vous voyez je suis à 4 heures pour ces différents morceaux qui, même là avec la résine et tout, sont plutôt propres, et vous remarquez, j'insiste là-dessus, vous allez comprendre pourquoi par la suite, tout a bien accroché au plateau, il n'y a pas de décollement, et là vous voyez, pour une machine en 7K, ça sort franchement des modèles
bien détaillé, que ça soit au niveau donc du grain de la peau, les veines, donc les tissus que vous avez vus juste avant, même le côté finalement du menhir qui est, alors lui, je vous cache pas, il est gigantesque, il est en 3 parties. Franchement, je trouve qu'une machine en 7K, c'est quand même pas mal. Et donc là, voilà, c'est typiquement les autres parties du menhir. Et je voudrais égoutter l'ensemble. Il faut déjà surélever le bac, enfin le plateau jusqu'en haut. Et là, il faut essayer de l'accrocher en dessous, trouver quel est le bon angle. Et je vous disais en introduction, franchement, faut bien vérifier que c'est sécure. Ça fait flipper. Et là, l'angle, vous voyez, il est très très bas. Et ça goûte franchement quasiment pas. Et vous remarquez au passage, j'ai un masque, voilà, n'oubliez pas de vous protéger. Et aussi, j'ai eu ce problème de manque de résine. Alors ça, c'est de ma faute, j'ai pas mis la résine automatique, pas mis les détecteurs, et voilà, ça c'est le problème de ces grandes machines, donc j'ai dû relancer l'impression. Et là, je voudrais faire un petit point sur le temps de pause, ce temps, on va dire, sur lequel l'écran, c'est cette extinguish time, où je l'ai passé à 40 secondes, là je le passe à 30 secondes, je laisse quelques couches, on va dire, imprimées entre les deux, et 20 secondes pour le début de l'impression. Et je fais ça progressivement pour arriver au temps normal, qui est de 1 seconde pour moi. C'est ce qui va faire que votre impression va s'accrocher. Et donc au début même, j'édite en fait tous ces paramètres-là, et ça a changé radicalement les choses. J'en parlerai aussi pendant la conclusion, un peu plus longuement. Et là, vous voyez, toutes ces impressions s'enchaînent sur la machine, s'accrochent toujours bien au niveau du plateau, aucun support ne lâche, aucune déformation, franchement super content. Et aussi je voulais vous dire, ça c'est un truc sur les Anycubic, les 50 premières couches s'impriment de façon un peu plus lente, les pauses sont aussi un peu plus importantes, donc c'est pour ça que je les ai volontairement, on va dire, accentuées, et puis au bout de ces 50 couches, vous allez voir que l'impression, elle, va s'accélérer. Vous voyez, il y avait une pause qui était plus longue, et maintenant ces couches s'enchaînent avec, vous voyez, alors il parlait de ces 4 secondes dans les spécifications, on s'en rapproche tout doucement. Et là maintenant, j'avais fait Obélix juste avant, j'enchaîne sur Astérix et Idéfix. Idéfix, il est vraiment super, franchement, au niveau du modèle. C'est dans la même lignée que l'autre, donc c'est en fait 3 modèles à part que j'ai imprimé. Je parlais tout à l'heure, voilà, de cette résine High Speed, et là, je me suis dit, je ne vais pas me faire avoir. Je vais utiliser le système de remplissage automatique de la résine qui est proposé avec, que je connaissais avec le test notamment de la M7 Pro, et là j'utilise la résine, et puis je déteste ces espèces d'opercules dessus qui sont impossibles à ouvrir. Alors ça va pas couler, hein, ça c'est évident, vous essayez de les ouvrir, ça se déchire en plein de petits morceaux, je comprends pas. Alors il n'y a pas qu'Anycubic qui fait ça, quasiment tous les fabricants de résine ont des systèmes comme ça, franchement je comprends pas pourquoi on fait exprès de pourrir la vie des utilisateurs. Bref, vous rentrez le bouchon spécial directement dans la bouteille de résine. Alors bon, c'est pas toujours des plus pratiques, j'avoue. Là, on installe les différents tuyaux et le connecteur, genre câble téléphonique au niveau de la machine. Vous avez le petit système qui passe en verre. Vous avez je sais pas comment ça s'appelle, hein, le système, voilà, de remplissage, de détection de la résine. C'est de petites tiges en métal qui vont dans la résine et qui va remplir le bac. Alors, c'est pas lent, mais c'est pas rapide non plus. Ça peut vous prendre facilement, j'imagine, une demi-heure. Donc, en général, qu'est-ce qu'on fait? On va plutôt remplir le bac directement la première fois avec des bouteilles de résine, et normalement ce système est plutôt là pour entretenir le niveau de résine. Donc là je lance l'impression avec au passage la chauffe, c'est ce que vous voyez au niveau donc de l'écran. D'ailleurs quand ça chauffe, le bac va monter et descendre plusieurs fois histoire de mélanger la résine et que cette chaleur soit uniforme. Donc voilà, donc c'est normal qu'il y ait cet aller-retour, mais quand c'est terminé, et vous voyez, c'est en bas de l'écran, on va appuyer sur le bouton, l'écran il reste tout au fond, il remonte pas, même au moins un petit peu. Pourquoi? Ça, j'avoue, je comprends pas vraiment pourquoi remonter au moins un petit peu là-dessus. Bref, c'est les choses un petit peu spéciales que je n'ai pas compris, je ne vous le cache pas. Et bref, je lance donc cette impression d'Astérix, et vous voyez les différentes options ici activables, et j'ai notamment activé le remplissage de la résine automatique. Je lance l'impression. Ouais, mais là le système il va pas dans la résine, il reste en haut. Pourquoi? Je n'en sais rien. Et au passage, vous voyez, quand vous l'enlevez, ça fuit, vous mettez la résine partout. Donc raison de plus pour dire que je suis pas fan. Et donc le plus important, l'impression d'Astérix et Idéfix. Pareil, c'est sorti nickel, les différents éléments. Au niveau du plateau, j'ai fait donc 2 plateaux différents.
Franchement, bah, j'enchaîne les impressions, j'en parlerai avec la conclusion, mais vraiment aucun problème. Vous voyez ici 4h55 d'impression, et voilà le résultat. Alors c'est que de l'assemblage, il n'y a pas de masticage et tout, mais franchement c'est super impressionnant. Tous les gens qui ont vu ce print au bureau disent waouh, franchement ça déchire. C'est vraiment brut, voilà, d'impression. Les micro-détails sont bien restitués. Vous voyez les poils devant, les trucs des vêtements, les cheveux, voilà, les poils dans le dos quand même, franchement. Là-dessus, c'est vraiment hyper bluffant. Vraiment, je kiffe. D'ailleurs, CA3D Studio, ils font vraiment des super prints. J'ai vraiment mis le lien en description. N'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Franchement, c'est vraiment, vraiment génial. Et en plus, ça a du style. On n'est pas sur du Depardieu, typiquement en Obélix. Vraiment... Enfin voilà, je trouve ça super cool et l'imprimante restitue franchement super bien ce genre d'impression. Par contre, je vous cache pas que je vais avoir du travail de masticage parce que quelques endroits les supports doivent être un petit peu mieux préparés, mais bon, c'est du chipotage. Vraiment un super résultat, j'en suis super content et surtout content d'un prix modèle aussi grand et que ça marche, et ça franchement c'est vraiment super cool. Avant d'attaquer les points positifs et négatifs, je voudrais vous exposer ma compréhension à qui est destinée cette machine. Alors bien évidemment c'est pour les personnes qui font de l'impression en grand par exemple, ce que je fais moi, mais qui éventuellement ont un budget limité, car à moins de 800 € l'imprimante 3D de grand format, c'est franchement super abordable. Donc elle est aussi orientée pour les personnes qui commence à faire de la production de modèles, l'impression à la demande et tout, parce que son volume permet effectivement de faire soit des gros objets ou soit plusieurs objets en même temps. D'ailleurs, si vous êtes designer, ça rentre aussi pour des gens comme vous, parce que vous avez de la place pour travailler, mais aussi, point intéressant, son bac chauffant permet de travailler avec des résines des fois techniques qui ont besoin d'être chauffées pour simplement être imprimables. Par contre, je pense que pour les personnes qui font l'impression à la demande de miniatures, ou par exemple les gens qui font de la bijouterie, vous passez votre chemin et plutôt aller dans la gamme Anycubic, vers la M4 Ultra ou alors la M7, non Pro ou la Pro, qui ont des résolutions bien meilleures au niveau de l'écran et surtout permettent d'imprimer beaucoup plus rapidement. Là où celle-là va imprimer plus lentement et la résolution de l'écran fait que ça sera un peu plus moins précis. Maintenant c'est quand même une machine plutôt pour les hobbyistes sérieux. Il existe des machines plus précises pour le même volume d'impression avec je trouve une ergonomie un petit peu meilleure, mais c'est pas du tout le même budget. Je pense en particulier à la GK3 Ultra, machine que je trouve vraiment extraordinaire, mais c'est pas le même prix. Et pour une fois, je vais commencer par le négatif au niveau de cette critique de machine. Alors, il y a pas mal justement de points qui sont que je reproche identiques à ce que j'ai fait dans mon test de la M7 Pro. Par exemple, tous ces capteurs détection de résine, de déchets, de machin, plus ou moins de l'IA et tout dedans. Franchement, ça marche pas. C'est pas ouf. On peut pas compter dessus. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai eu quelques échecs, mais surtout, il y en a beaucoup que vous n'avez pas vu, pas vu dans la vidéo. J'ai pas filmé et tout. Vraiment, au début, en fait, rien accroché au niveau du plateau. Et j'en ai parlé avec mon collègue Derek, J3D Tech, pour ceux qui le connaissent, notamment les vidéos sur la chaîne officielle de Litchi Slicer, qui m'a dit, mais t'as pas mis la compensation automatique. Je lui dis, merde, c'était ça. En fait, ça a corrigé les choses, mais pas complètement. D'ailleurs, Derek s'est trouvé au bureau de voyager, donc effectivement en Europe. Il a vérifié parce qu'il a la même machine que moi là-dessus. Et puis, il m'a dit, non, Thomas, ton plateau, il est bien réglé et tout. Moi aussi, j'ai des galères et tout dessus. Puis, en fait, on a parlé justement des temps de pause. Et c'est vrai que ces machines ont des grands plateaux avec en particulier des sources UV qui sont de plus en plus puissantes. Et on a toujours envie d'imprimer de plus en plus vite. Donc, on a des résines qui chauffent forcément très fort. Et quand vous avez des grandes impressions avec des grandes surfaces à imprimer, votre résine, elle travaille, elle va chauffer. Enfin, je vous ai montré ça juste avant. Et surtout, c'est que la couche suivante, ça va récupérer la chaleur de la couche précédente. Avec le plateau d'aluminium, ça travaille et donc ça se décolle. Et donc, vous l'avez vu, une des solutions, c'est d'augmenter drastiquement le temps de pause. Et une fois qu'on fait ça, ça marche du feu de Dieu. Et franchement, plus de problème d'accroche. Et donc je vais enchaîner un petit peu avec les choses dont je ne suis pas forcément fan. Déjà, le système de remplissage de résine. Dans mon test de la M7 Pro, j'avais pas aimé le système. C'est super lent pour remplir. En fait, quand c'est rempli, la bouteille est vide, il faut la remplacer. Quand vous enchaînez les impressions 3D, il faut secouer avec le capteur dedans, enfin le truc d'aspiration. C'est pas pratique. Et surtout, ça n'a pas rempli pendant l'impression 3D, donc au final j'ai pas trouvé l'intérêt des choses. J'avoue que je n'ai pas poussé le test plus que ça parce que ces systèmes là
Je comprends le côté marketing des choses, ça rassure, surtout sur du grand volume, parce que ça a du sens sur une machine aussi grande d'avoir un remplissage automatique. Car vous ne l'avez pas vu, enfin, vous, si vous l'avez vu, que j'ai raté une impression parce que j'ai manqué de résine. En fait, j'ai manqué 3 impressions donc pendant justement le test, avec la résine foutue en l'air. Donc, ce qui fait un petit peu, voilà, un petit peu les boules, on va dire. Donc, ce système-là, ouais, c'est bien, mais faut pas changer de résine. Ça remplit le bac à fond, alors que si ça marchait bien, on pourrait mettre un peu moins de résine si ça remplit au fur et à mesure. Ça ne va marcher qu'avec les bouteilles officielles, donc il va falloir changer la résine dans des bouteilles, nettoyer, etc. Bref, je suis pas fan vraiment de ce genre de système. Pour moi, c'est pas un argument, on va dire, de vente. Sinon, dans l'autre truc aussi que j'aime pas du tout, c'est le système pour égoutter le plateau. Vous l'avez vu, hein, on met en dessous, mais il n'y a que 5 degrés d'angle, franchement, c'est pas assez. Et surtout, j'ai peur d'utiliser ce système-là. Vous l'avez vu, l'accroche et tout, faut trouver le bon point de contact. J'ai qu'une trouille, c'est de mal le mettre, et bing, ça tombe. Avec l'écran qui est en dessous, puis la taille de l'écran, votre impression que vous pétez, l'écran que vous pétez, enfin bref, toute la catastrophe que ça peut faire. J'arrive pas à comprendre qu'il y ait un système aussi pourri, j'ai pas d'autres termes là-dessus. Alors après, c'est pas forcément indispensable. Moi, je suis pas du genre à essayer de dégoûter à la moindre petite goutte pour économiser un huitième de quart de centime. Mais c'est vrai que l'idée est là. Il y a d'autres machines qui le font très très bien. Voilà, c'est un petit peu dommage. Et puis, tant que je suis dans les petits points négatifs, alors c'est des petits détails pour moi, mais peut-être ennuyeux pour vous, donc voilà, je vais autant vous les partager directement. Alors voilà, la fabrication globalement de l'imprimante est propre, mais le capot, vous voyez, ça se balade un petit peu, c'est un petit peu dommage. C'est pareil, le moteur aussi derrière, il tourne en permanence. Quand la machine est allumée, il chauffe, et il chauffe à 50 degrés, je ne sais pas pourquoi. Parce que quand on éteint complètement la machine, c'est pas pour autant que le plateau tombe. Vous voyez, la machine est entièrement éteinte, le plateau tombe pas, donc je comprends pas trop l'intérêt dessus. Sinon, alors ouais, le truc, la clé USB qui est fournie avec, c'est encore une grosse merde. J'ai pas d'autres termes. Ça commence vraiment à me saouler de foutre des clés USB ou des cartes SD, micro SD, quels que soient les fabricants. C'est partout pareil. Le débit, il est super lent, que ce soit sur le PC et sur le Mac, ça met 3 plombes à copier, à s'éjecter, machin. Et puis vous l'avez vu, j'ai eu pas une fois, mais 2 fois des erreurs de clé USB directement. Alors la machine le détecte, elle se met en pause, c'est cool. Mais vous l'avez vu, j'ai raté donc sur la leaf ici une impression et sur la base que vous voyez ici, j'ai une petite ligne de démarcation là-dessus. Et encore, j'étais juste à côté. Donc ça, c'est pareil, franchement, au prix d'une machine, mettez 2-3 $ de plus dans des clés USB de meilleure qualité. J'arrive pas à comprendre, franchement. Ça, je suis désolé, c'est un peu le coup de gueule, mais je ne supporte pas ça. On ne peut pas compter dessus. Donc, je fais exprès avec les clés USB des machines dans le cas du test. Mais alors, maintenant que le test est terminé, c'est clair qu'elle part à la poubelle et je vais prendre une vraie clé USB pour continuer à travailler avec. Alors, un truc qui pour moi n'est pas un problème, mais peut-être pour d'autres personnes, le plateau arrive en fait non calibré. Pourtant, c'était devenu un petit peu la norme que les imprimantes, les systèmes de calibration, de mise à niveau, on va dire automatique, ou calibrés d'usine, là, c'est pas le cas. Alors, il n'y a rien de compliqué, franchement. Le réglage se fait en 2 secondes, il y a vraiment zéro souci, puis je l'ai fait vraiment nickel. Le plateau est très très grand, donc c'est facile. Le plateau est très plat pour moi, donc aucun souci, mais voilà, c'est un petit peu dommage. Enfin, il y a un truc qui, moi, me chagrine. Alors, je suis pas concerné parce que j'ai d'autres machines, mais il n'y a pas de wash and cure, donc ces machines de nettoyage et de finalisation de polymérisation de la résine, à la taille de la machine, il n'y en a pas, voilà, il n'y en a pas. Enfin si, il y a la Wash and Cure Max, mais c'est la pire merde thermonucléaire qui existe de l'univers, donc vous ne songez même pas à l'acheter, c'est une catastrophe cette machine. Je l'ai parlé dans d'autres vidéos par le passé, alors c'est très dommage, il faudrait qu'ils fassent la même juste en wash et la même à côté en cure. Donc voilà, il faut trouver d'autres solutions, ce qui est un petit peu bête, parce que c'est des grandes impressions, et il faut bidouiller pour pouvoir nettoyer voilà, vos impressions. Maintenant, entre, on va dire, le positif et le négatif. Alors déjà, cet écran de 7K. On a quand même d'autres machines, même format, qui proposent des écrans de 16K qui ont en gros 4 fois plus de densité de pixels. Alors maintenant, faut avouer, c'est clairement un bon écran. Je soupçonne, j'ai pas l'information, je suis désolé, mais qu'il y a un très bon contraste dessus, et surtout, il a un très bon système d'éclairage qui est vraiment uniforme. Je parlais de mon collègue Derek, qui lui il teste les trucs, mais d'une profondeur extraordinaire. Voilà, il m'a confirmé que l'éclairage est super uniforme, ce qui fait que quand vous alliez ça avec vous faites un mix avec des bonnes résines, donc là, par exemple, la Ceritech, la Phase Navigloy, vous savez que j'aime beaucoup cette résine-là, mais aussi, agréable surprise, la High Speed V2, donc d'Anycubic, et franchement,
donne des excellents résultats. Maintenant, il faudra voir dans le temps comment elle va durer, mais franchement très très bien, ce qui fait que voilà, on est quand même sur un manque de pixels. C'est un petit peu dommage arrivé en 2025, mais l'autre côté, franchement, ça sort des impressions qui sont vraiment très très bien. Et donc j'enchaîne avec le positif, voilà, l'imprimante imprime superbement bien. Vous l'avez vu avec des tests en fait entre du 16K et du 7K. La différence, franchement, à l'œil nu, elle n'est pas super flagrante. Et que là, quand on voit ces différents modèles, je suis désolé, en vidéo, on ne se rend pas aussi bien compte que ce que l'on peut voir en réalité. C'est vraiment bluffant, je ne m'attendais pas à ça. Mais après, voilà, j'ai des modèles qui s'y prêtent. Mais, et vous l'avez vu dans la vidéo quand je fais cette comparaison entre le 16K et le 7K, oui, mais il faut que le modèle 3D soit aussi préparé en conséquence. Là, des modèles sont très très grands, ceux-là. Il n'y a pas beaucoup de polygones dessus, donc finalement qu'on ait du 16K ou du 7K, la résolution suffit largement. Par contre, comme je le disais il y a quelques instants au début de cette conclusion, à qui dessiné cette machine-là, vous voulez faire de la bijouterie, de la figurine de haute précision et tout, enfin des choses très très précises, qui ont plein de micro-détails, là par contre, vous allez justement sentir les limites d'un écran de 7K, c'est des pixels de 46 microns, c'est pas si petit que ça, mais c'est quand même relativement gros, on va dire. Voilà, donc c'est un petit peu, on va dire, la limite dessus. Mais franchement, j'en suis très content. Et ça me rappelle en fait une autre machine, donc de Creality, notamment la Hollow Sky à l'époque. J'avais été bluffé par la qualité, parce que justement, c'est un écran de haut contraste avec un système d'éclairage qui était très bonne qualité et qui donnait des résultats aussi bons que des imprimantes de 35 microns, des 50 microns, aussi bons que du 35. Donc, voilà, il faut faire attention aussi à ce marketing des cas. Vous savez très bien, je fais une vidéo là-dessus, donc il ne faut pas se faire avoir. Mais franchement, chapeau bas là-dessus, Anycubic, très bon résultat. Ah oui, j'oublie un truc quand même, sur l'écran 7K quand même. L'autre avantage d'avoir un écran de basse résolution, ça permet de proposer une machine à ce tarif-là. Un écran 16K, c'est pas du tout le même prix, donc forcément, ça va jouer. Donc le choix stratégique d'Anycubic est franchement plutôt smart. Alors maintenant, les points positifs, alors je ne vais pas revenir sur la qualité d'impression, j'en ai parlé vraiment à l'instant, je suis très très content. Par contre, ça m'oblige à faire d'utiliser l'anti-aliasing, l'anti-crénalage, que j'ai pas utilisé depuis des mois, voire même au moins une année. Bon, bref, au final, ça marche quand même plutôt bien. Et surtout, moi, ce que je trouve très positif, on est sur du grand volume. Et vous savez très bien que moi, j'aime bien imprimer en grand. Et donc, forcément, c'est très bien. Il n'y a pas beaucoup de machines de grand volume. Donc là-dessus, Anycubic a fait un bon move en proposant un bon résultat. L'autre point aussi que je trouve non négligeable, parce que c'est notre quotidien, en fait, c'est l'interface au niveau de la machine. Ça marche quand même plutôt bien. Ils ont fait une interface qui est très claire. Enfin, ils continuent à faire une interface qui est plutôt claire. En plus, ce qui est quand même assez cool, c'est qu'on accède à quasiment tous les paramètres d'impression pendant l'impression. Donc vous avez vu, j'ai pu comme ça modifier donc mes paramètres à la volée. Alors c'est pas la seule machine, mais il y a des machines où c'est pas toujours le cas. Donc franchement, c'est, je dirais, relativement cool, même si un petit peu dommage, on peut pas contrôler justement le remplissage de résine et la chauffe pendant l'impression. Justement là, alors pas le remplissage, mais au niveau de la chauffe, ça marche quand même plutôt bien. Le système en fait est beaucoup plus simple que la M7 Pro, c'est vraiment le contour comme ça qui est chauffé. Voilà, donc c'est plutôt bien. Et pour moi, c'est la seule vraiment option, entre guillemets, qui soit pas gadget. J'en ai pas besoin parce que mes machines sont dans des pièces à température, entre guillemets, contrôlée, mais pour les gens qui font justement, comme tout à l'heure je disais, des résines techniques ou qui sont dans un garage, franchement, c'est bien. Alors, l'autre truc aussi que je trouve franchement cool, vous l'avez deviné, vous me connaissez maintenant, enfin un capot, c'est la première machine d'Anycubic à avoir un capot pivotant, et plus ces espèces de cloches. Alors oui, ça prend de la place un petit peu sur l'arrière, oui le capot il n'est pas super aligné et il n'est pas 100% étanche, pour moi ça ne me dérange pas, mais c'est un tel confort, franchement, en plus il y a une petite poignée à l'avant, il s'ouvre bien, enfin voilà, il reste en place, vraiment, enfin, et ça c'est vraiment cool. Ah aussi le petit truc, petit détail, mais qui est quand même cool aussi, c'est que, alors ils n'ont pas mis de système de filtration avec un filtre à charbon, parce que ça marche pas assez, enfin, c'est pas vraiment terrible, mais il y a une ouverture à l'arrière pour faire une extraction vers l'extérieur, ce qui peut être intéressant quand vous avez la possibilité de le faire, ou alors par exemple vous avez une ferme de machine, cette machine s'y prête vraiment pour les fermes d'impression, notamment de grande taille, de pouvoir effectivement connecter toutes les machines vers une extraction extérieure, c'est quand même franchement pas mal. Donc dans l'ensemble, pour moi, c'est une machine qui est un très bon rapport qualité-prix, qui comble un manque dans la gamme effectivement d'Anycubic, du grand format, un prix vraiment contrôlé pour une impression de qualité franchement qui est là.
Et ça, je trouve que Anycubic, ils ont vraiment fait une bonne machine, malgré les soucis d'accroche qui ne sont pas liés à Anycubic, mais plutôt au process. Donc voilà, ça c'est des améliorations à faire, notamment au niveau du slicer. Sinon, n'hésitez pas à me faire part dans les commentaires de cette vidéo, qu'est-ce que vous imprimeriez avec ce genre de machine. J'aime bien savoir en fait, pourquoi vous regardez cette vidéo-là et en quoi cette machine vous intéresse. Est-ce que vous, c'est juste de la curiosité, ou surtout, moi je voudrais imprimer du grand, ou alors je voudrais faire de la série, ou alors je sais pas trop parce que je voudrais faire telle ou telle chose, est-ce que la machine correspond à mes besoins ou pas? Donc j'essaierai d'y répondre le plus possible. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord de Polyworkshop pour poster justement vos créations. Alors c'est pas vraiment du support technique, je vous rassure, enfin je vous rassure ou pas, le Discord, mais vraiment postez vos créations, postez vos impressions 3D. N'hésitez pas à remettre les liens vers les créateurs qui font vos créations quand ce n'est pas vous. Voilà, donc n'hésitez pas de partager vos expériences aussi, d'aider les autres. C'est quand même bien le côté communautaire et de s'entraider comme ça tous ensemble. Vous avez les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Thread, Facebook pour échanger avec moi, partager vos créations. Voilà, c'est aussi franchement relativement cool aussi d'échanger en direct avec vous. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Et puis moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!